1934 paraissait la Negro Anthology. Signée Nancy Koenen, cette Negro Anthology est un véritable collage documentaire qui mêle culture populaire, sociologie, politique, histoire de l'art. À travers des archives, des rapports, des extraits de presse et d'ouvrages, de photographies, des statistiques, des discours politiques, des proverbes et des tracts, la Negro Anthology exprimait la réalité des conditions noires dans les Amériques, en Afrique et en Europe. En 2022, paraissait aux éditions du Cendre l'anthologie noire Nancy Koenen, signée par un collectif de traducteurs et d'écrivains, parmi lesquels Geneviève Chevalier, anciennement maître de conférences à l'Université de Nice et spécialiste de Samuel Beckett. Elle était l'invitée de la librairie Ombre Blanche le 7 octobre 2022 pour évoquer cet ouvrage collectif. Bonne écoute! Bon, donc bienvenue à Geneviève Chevalier. Donc je vais d'abord en quelques mots vous présenter. Donc vous êtes maître de conférence. J'étais. Vous étiez. Je suis à la retraite. On est toujours, comme on dit, libraire un jour, libraire toujours, professeur un jour et professeur toujours. Donc vous avez enseigné à l'université de Nice et avec une spécialité. On était dans mon bureau et vous êtes tout de suite fixé sur ce buste de Samuel Beckett qui a été l'objet de vos, si j'ose dire, le sujet de toutes vos recherches et probablement d'ailleurs vous nous direz comment Beckett est d'une certaine façon aussi un des arguments qui vous ont amené à cette traduction, puisque lui-même y a participé avant vous comme traducteur du français à l'anglais. Voilà, et donc vous avez entrepris, il y a bien quelques années, la traduction de cette montagne. Alors je dis cette montagne parce que peut-être ceux et celles qui liront après mais n'auront pas eu, et qui ne sont pas là aujourd'hui, n'auront pas eu la chance d'avoir le guide. J'ai l'impression que moi j'ai cette montagne avec moi depuis à peine 4-5 jours. J'ai eu ce privilège même de le recevoir presque avant tout le monde, sauf peut-être les éditeurs avec... on va pas s'étendre sur les déceptions qu'ont eu les éditeurs avec une fabrication très complexe. Mais ce livre a fait des allées-venues entre l'imprimerie et l'édition et la distribution. Donc d'ailleurs, ne sortira en librairie que le 10 novembre. Je viens de l'apprendre par Evelyne Toussaint et par vous, là, tout de suite. Nous avons le privilège d'en avoir un certain nombre d'exemplaires. Écoutez, il fera sa première vie de montagne chez nous. Voilà, et donc j'ai eu ce privilège et de pouvoir... mettre mes pas, si j'ose dire, mes pas dans les vôtres, grâce à votre traduction. Et on a vraiment besoin d'un guide. Voilà. On a vraiment besoin de savoir. Alors, il y a une excellente table des matières à l'entrée de cette publication. Il y a une très bonne introduction, courte. Voilà. Et puis, tout de suite, on entre dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce que c'est que cette publication? D'où vient-elle? Par qui? Comment? Et quel a été surtout son destin depuis 1934? Alors, pour parler vraiment de la démarche de Nancy Cunard, mais peut-être que je vous parlerai aussi un peu de Nancy Cunard elle-même, mais en gros, le projet vient de ce qu'elle rencontre un pianiste afro-américain quand elle est à Venise en train de... Elle se balade dans Venise en fait avec Aragon. Elle tombe sur ce pianiste qui est en train de jouer du jazz et elle est fascinée. Elle laisse tomber Aragon. Il s'appelle Henry Crowder. Henry Crowder. Voilà. Et donc elle commence à avoir une aventure avec lui. Elle a eu beaucoup d'aventures avant. Elle a eu des aventures avec plein de gens. Donc c'est normal pour elle de passer d'Aragon au pianiste, en gros. Et donc elle commence à apprendre ce que c'est que le monde afro-américain, principalement. Dans un premier temps, c'est le monde afro-américain. Elle se trouve confrontée très vite au racisme parce que sa mère ne supporte pas l'idée qu'elle soit avec quelqu'un qui est noir. Et elle se dit, il faut faire quelque chose. Donc elle demande à cet ami, à ce Crowder,
de l'initier au fond à le monde des Noirs. En gros, c'est ça pour elle. Et à partir de là, elle va contacter énormément de gens. Crowder connaît apparemment beaucoup de gens, donc il lui donne des contacts aux États-Unis. Les contacts aux États-Unis lui donnent des contacts à la Jamaïque, à Trinidad, à Trinité et Tobago, en Angleterre. Elle a également, par le biais d'amis en France, des contacts avec l'Angleterre et puis avec toutes sortes d'écrivains éventuellement en France ou auteurs qui sont partants pour monter ce projet avec elle, de rassembler le plus de documents possible pour dire que les Noirs, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, ils savent faire des choses. Ils savent faire de la musique, ils savent penser, ils savent faire de la littérature, ils savent faire de la poésie, ce sont des économistes aussi, ils vont dans des universités, ils se battent pour leurs droits, etc., etc. Donc, quelque part, c'est un ramassis, en fait, l'anthologie, de toutes ces choses-là. Et c'est en ça que c'est unique. Une anthologie, c'est souvent une anthologie de la littérature, une anthologie de la poésie. Éventuellement, en 1925, il y a une anthologie qui a été publiée aux États-Unis qui s'appelle The New Negro, dans lequel effectivement c'était des textes plus politiques. Mais à ce moment-là, c'était tous des textes politiques. Alors qu'elle, ce qu'elle fait, c'est tout mélanger. Même si elle ordonne ça à l'intérieur de la table des matières, elle veut tout. Elle veut tout savoir. Elle veut savoir quand ils dansent, elle veut savoir quand ils font de la musique, mais elle veut savoir aussi quand ils vont à l'école, elle veut savoir quand ils se font taper dessus, elle veut savoir quand tel hôtel les met à la porte, elle veut savoir comment ils luttent pour leurs droits, aussi bien en Afrique qu'en Angleterre qu'aux États-Unis, moins en France en réalité, dans lequel elle donne un peu l'impression que, moi j'y étais pas à cette époque-là, mais il ressort de l'anthologie que quelque part la France, en dehors de ses colonies, la France elle-même est un lieu un peu privilégié. Il y a moins de tensions qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi bien aux États-Unis qu'en Angleterre par exemple. Donc c'est vrai qu'on a davantage de textes très polémiques témoignant de situations de racisme en Angleterre que ce qu'on peut avoir en France. Après, je ne sais pas dans quelle mesure elle était forcément au courant de ce qui se passait partout en France aussi, je ne sais pas trop. Mais clairement, la France semble avoir été un refuge de beaucoup de Noirs américains à ce moment-là. Et donc peut-être que ça a aidé à ce que ce soit moins marqué. Ça a souvent été le cas. Ça a été le cas après la guerre de 40, ça a été le cas voilà, tout à fait. Dans les années 60 pour un certain nombre de musiciens notamment. Tout à fait. Mais il reste quand même qu'il existe un racisme en France. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui paraît moins dans l'anthologie que ce qu'on pourrait peut-être penser aujourd'hui. Donc elle commande un certain nombre de... Donc elle commande, elle écrit un peu à tout le monde. D'abord, elle en recueille aussi quelques-unes qui ont déjà des contributions qui ont déjà été écrites. Elle commande des contributions en expliquant aux contributeurs qu'ils ne seront pas payés. Donc il y en a certains qui disent que si on n'est pas payé, on ne va peut-être pas le faire. Pourquoi pas. Et parallèlement, elle est en contact avec elle rencontre en fait... D'aucuns diront qu'elle a un nouvel amant, un jeune homme qui a 19 ans à l'époque, qui s'appelle Raymond Michelet, et avec lequel elle essaie de construire une histoire, en fait, des Noirs, en gros. Et donc, lui va travailler sur beaucoup de textes, c'est notamment dans la dernière partie de l'anthologie. Lui va relire énormément de textes sur, des textes en français cette fois, sur... beaucoup la présence française en Afrique, la situation des Noirs, principalement, les relations entre les colons et les Noirs en Afrique, il y a une grande partie là-dessus, mais il remonte aussi sur l'histoire
Donc lui, il va essayer de remonter dans l'histoire de qu'est-ce que c'est que le continent africain. Alors il ne remonte pas jusqu'au temps préhistorique, mais il remonte relativement loin en fait pour essayer de raconter un petit peu l'histoire des différents peuples africains en fait. C'est pas plus convaincant que ça ce qu'il fait. On a l'impression qu'il a pioché dans toutes sortes de livres d'histoire. Et je pense que des historiens actuels seraient très critiques de la façon dont il raconte les choses. Mais voilà, je crois que Nancy Cunard voulait tellement que tout soit raconté, et lui était tout jeune, il n'avait pas forcément les capacités enfin, il n'avait pas forcément derrière lui le bagage d'un vrai historien pour travailler ces textes-là. Mais c'est intéressant à lire quand même, mais c'est assez mélangé en fait. Et puis il fait beaucoup de citations sans jamais donner les références, ce qui était quand même très difficile à traduire après, parce que moi il fallait que je les retrouve en français. Il mélange certaines époques, il n'est pas toujours tout à fait cohérent dans les dates qu'il donne, sans doute parce qu'il a pioché dans trop d'éléments différents. Ça, ce sera les pages que vous aborderez à la fin éventuellement. Alors, donc j'y reviens, elle accumule un certain nombre. Elle met d'abord combien de temps à commander, à accumuler? Alors, elle commence en 1931. Et ensuite à mettre en ordre. Voilà. Elle commence en 1931 et c'est publié en 1934. Et pour faire cette anthologie, elle a tout arrêté. C'est-à-dire qu'en fait, elle avait monté une presse, The Hours Press, en 1928, qu'elle avait d'ailleurs commencé avec Aragon et qu'elle poursuit ensuite avec Henry Crowder. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est une des presses qu'elle avait d'abord montée en Normandie, qu'ensuite elle avait rapatriée sur Paris à la rue Guénégaud. Et quand elle veut faire l'anthologie et qu'elle veut se consacrer intégralement à l'anthologie, elle vend son fonds de presse et la presse elle-même, le matériel physique de la presse, le matériel physique de la presse est vendu à Guy Lévis-Manot. Oui. Donc c'est lui qui rachète. Bon, pour les plus jeunes, Guy Lévis-Manot, ça ne doit peut-être pas vous parler, mais ça a été un grand éditeur de poésie, éditeur, poète lui aussi. Sous l'enseigne GLN, voilà, exactement, qui a duré même encore après la guerre et jusque dans les années 60, 70. Oui, qu'on trouvait encore. On trouvait encore des textes de poésie de lui. Bon, vous voyez qu'on donc elle arrête absolument tout. On s'égare vite, on prend des chemins de traverse. Je vous ramène au centre. Toute l'anthologie ne fait que des chemins de traverse. Donc c'est ça. Donc voilà. Voilà, c'est ça. 31 à 34 en fait pour travailler dessus. Alors, d'abord, est-ce qu'on sait s'il y a des textes qu'elle avait commandés, qu'elle n'a pas eus ou qui arriveraient trop tard? Alors, il y a des textes qu'elle a commandés qu'elle n'a pas eus parce que les auteurs ont refusé parce qu'ils n'étaient pas payés. Ça a été la première chose. Le reste, non, je pense qu'elle a à peu près tout eu. Elle a eu très tardivement un texte de René Crevel qui, du coup, a été intégré dans l'anthologie dans une pagination différente. Parce que c'était arrivé un petit peu tard, mais le reste a été à peu près ça. Après, il y a des gens qui ont refusé d'écrire, c'est-à-dire qu'elle a contacté, elle a par exemple contacté Virginia Woolf et Leonard Woolf, elle aurait voulu qu'ils y participent, et eux n'ont pas voulu. C'est vrai que je pense que c'était un monde, en fait, qui leur était ils étaient très loin du monde noir en général. Je pense que ce n'était pas quelque chose qui les concernait vraiment. Et donc, eux, effectivement, n'ont pas participé. Alors, les textes en français, elle les a fait traduire voilà. par Samuel Beckett? Tout à fait. Alors, tous les textes en français, oui. Non, puisqu'il y a des textes en français qui avaient déjà eu une parution en anglais, notamment un texte de Paulette Nardal qui a été déjà paru en anglais. Donc j'avais les deux versions là pour ce coup. Et ensuite, il y a un poème qui a été traduit par Léopold Sédar Senghor et un autre qui a été traduit par Aimé Césaire. Et j'ai trouvé plus intéressant de garder leur traduction à eux que de m'autoriser moi à traduire. Je trouvais que ça aurait été dommage. Et ensuite, donc, il y a effectivement 12 textes. Raymond Michelet s'est traduit lui-même. Et il y a 12 textes qui ont été traduits par Samuel Beckett. C'est un peu pour ça qu'en tant que Beckettienne, j'étais arrivée à cette anthologie.
Et c'est ces textes-là qui ont posé le plus de problèmes, entre parenthèses. Alors peut-être avant justement Oui, d'évoquer oui, tous les problèmes que vous avez eus de traduction et de recomposition des traductions, peut-être revoir le destin de ce livre, c'est donc 1934 publication. Voilà, Finalement, 1000 exemplaires. Voilà, finalement, En fait, peu... elle en distribue à tous les contributeurs, donc ça fait à peu près 200 exemplaires qui partent. Elle en distribue quelques-unes à des universités américaines, notamment des universités noires américaines. Et le reste, le plus gros en fait de l'anthologie, a été détruit pendant la guerre dans sa maison, qui a été saccagée, sa maison en Normandie, qui a été saccagée en fait, en partie par les Allemands, en partie par les bombardements on ne va pas le américains. raconter, mais puis par des gens qui ont clairement pillé la maison, peu importe de qui il s'agissait à ce moment-là. Oui, c'est vrai qu'il voilà. y a eu cette histoire de pillage à Voilà, Nancy tout à Cunard fait, qui est assez exactement. connue, Et donc, en fait, il reste peu d'anthologies. Et au moment où le Quai Branly a fait une exposition sur cette anthologie en 2014, on ne trouvait donc que quelques rares exemplaires qui coûtaient, je crois qu'à ce moment-là, c'était entre 15 000 et 17 000 euros J'ai sur le regardé marché de sur l'occasion. AB Books, effectivement, Voilà. ils sont à 23 000 euros actuellement. Maintenant, d'accord, ok. Ouais. Donc, ce qui est dommage, c'est que... Et donc, il y a eu par contre une nouvelle publication en 1969, il y a eu une publication aux États-Unis, non autorisée en fait, mais par des Negro University Press, enfin non autorisée, je pense que sans demander de droit, mais voilà, c'était quand même des Negro University Press, donc je pense que ça n'aurait pas déplu à Nancy Cunard, qui était décédé en 65, hein, mais ça lui aurait pas déplu de penser qu'il avait refait. Et l'année suivante, il y a eu une édition abrégée par un ami d'ailleurs de Nancy Cunard qui s'appelle Hugh Ford. Et cette édition fait à peu près la moitié de ceci. Et en réalité, elle est axée principalement sur le monde américain. Et évacuer pratiquement tout ce qui concerne l'Europe, en fait. Parce que c'était une publication pour les Américains. Et c'est la publication qu'on trouve dans les bibliothèques américaines actuellement. C'est celle que connaissent les Américains, d'ailleurs. C'est aussi celle que connaissait le légataire de Nancy Cunard quand je suis allée à Londres pour le rencontrer, qui avait l'édition abrégée sur sa table et qui me dit « Ah, c'est ça que vous voulez traduire ?» Je dis « Non, je veux traduire le double. » Et lui-même n'avait même pas l'exemplaire complet. Voilà. Et donc, cette Negro Anthology est... en quelque sorte, revient dans le public via cette exposition du Quai Branly. Exactement. Aux États-Unis, elle est restée, elle est relativement connue en fait. C'est-à-dire que dès qu'il y a des études afro-américaines aux États-Unis, c'est une anthologie qui ressort. Les gens la connaissent. J'avais fait une introduction à l'anthologie dans une université américaine. Et effectivement, ils la connaissaient. Pour eux, c'était quelque chose qu'ils connaissaient dans la version abrégée. En France, vraiment, elle n'a été connue, je pense, qu'en 2014, quand il y a eu cette grosse exposition au Quai Branly, qui était vraiment très intéressante, qui était d'ailleurs pas que sur l'anthologie, hein, qui était sur ce qu'on a appelé la Harlem Renaissance. Donc c'était tout ce mouvement en fait américain des années 25, 30, 35 hein, à peu près sur d'une intelligentsia en fait américaine. Voilà. Donc c'est là vraiment que ça ressort. Sachant que finalement quand on lit quand on lit de plus près ce livre, on voit que elle est un peu à côté quand même de la Harlem Renaissance et que la Harlem Renaissance tout à fait. Ne lui renvoie pas l'ascenseur du tout. Non, d'abord, elle est blanche. Voilà. Donc ça, c'est le premier reproche qu'on lui fait, c'est qu'elle est blanche. Et que de quoi elle se mêle, au fond. Qu'est-ce qu'elle vient faire à se préoccuper de gens auxquels on pense qu'elle ne comprend rien. Et puis elle est communiste. Et elle est acharnée communiste, pas dans la ligne du parti. Elle est communiste avec son ventre, en fait. Elle est, il lui faut l'égalité des races, l'égalité des sexes, l'égalité des classes. Hein. Ça a été la formule qui a été utilisée par... non, zut. J'oublie. Bon, ça fait rien, ça me reviendra plus tard. Pablo Neruda. Qui a utilisé ce terme à son propos. Et donc, pour elle, c'est... il faut que tout le monde soit égaux, il faut plus qu'il y ait de pauvres, etc., etc. Et en fait, les gens de la Harlem Renaissance, c'est pas comme ça qu'ils fonctionnent.
Et d'ailleurs, elle leur reproche, elle, et y compris dans l'autologie, elle leur reproche au fond d'être, en gros, pour les riches noirs, quoi. Oui, enfin, ça c'est la polémique, justement, Oui, tout à fait. peut-être on y viendra tout à l'heure, cette Absolument. polémique avec Voilà. Dubois, qui est assez surprenante, en plein milieu Tout à fait. de l'ensemble consacré à l'Amérique du Nord, enfin consacré aux Tout à États-Unis. fait. Bon. Mais cette adhésion au communisme, il y a une partie quand même du mouvement noir qui adhère au communisme. Tout à fait. Voilà. Et quand on voit comment le Parti communiste américain est structuré, il y a une partie qui est effectivement structurée autour des mouvements noirs. Absolument. Et pas que le Parti communiste américain d'ailleurs. Les Russes sont particulièrement sensibles à la question noire à cette époque-là, ce qui est assez surprenant en fait. Mais d'ailleurs, elle est très pro-soviétique. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Le communisme est très pro-soviétique. Oui. Mais quand même cette détermination, finalement, ces convictions, on sent bien que c'est ce qui va permettre aussi à ce volume d'exister. Et bon, certes, elle peut être accusée d'être blanche, mais de fait, la quasi-totalité des contributeurs, eux, sont noirs. La quasi-totalité, non. Enfin, 90% peut-être. Oh non, beaucoup moins. Oh, bon, je pense alors pas. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont, ne serait-ce que... Ah, alors, oui, peut-être au niveau des noms des contributeurs, mais en fait, en termes de pages, il y a quand même énormément de pages écrites par Raymond Michelet, pareil, pour commencer. Essentiellement par des Européens. Les Blancs sont plutôt des Européens, non? Oui. Oui, pardon. Vous voulez dire sur les Américains? Sur les Américains. Oui, les Américains sont noirs. Oui, absolument, pardon. Oui, tout à fait. Donc, je pensais au niveau des contributeurs en général, parce qu'il y a quand même pas mal de Blancs dans les contributeurs européens, vous avez raison. Cette première partie de 400 pages oui, tout à fait. qui est consacrée aux États-Unis, ce sont des Noirs. Et donc elle fait appel, tout à fait. Elle fait appel aux grands intellectuels, aux historiens, aux sociologues, oui, absolument. aux économistes. Mais qui ne sont pas spécifiquement communistes. Non, bien sûr. Qui Alors défendent... justement, cette première partie, qui est, elle, très structurée, après, dans les 500 pages qui restent, c'est plus confus, on sent moins d'organisation. Donc cette première partie, elle est très, très, très étonnante, justement par tout l'apport des connaissances qu'elle délivre. Et moi, ce qui m'a étonné finalement à la lecture de cette première partie, c'est qu'elle n'ait pas trouvé sa place, même aux États-Unis, parce que finalement, elle servait la cause. Alors, je pense que c'est pour ça que Hugh Ford est resté sur cette partie-là. Et que ça fonctionne encore aux États-Unis, et que c'est encore une anthologie effectivement parce que pour des Américains, je pense qu'en effet toute la partie sur l'Amérique d'une part et écrite par des Noirs américains d'autre part, pas spécifiquement communistes, était plus facile d'accès en effet. Je crois que c'est ça qui donne la cohérence d'ailleurs à cette partie-là et à ce qu'en a fait Hugh Ford après. Oui. Alors je vous le disais dans le bureau tout à l'heure, il y a les mots, le groupe de mots le plus pour moi qui est le plus surprenant, parce qu'il vient tout au long de ces 400 pages, cet épisode américain, c'est ce terme de préjugé racial qui vient en quelque sorte chapeauter tout ce qui est composé comme histoire, sociologie, anthropologie. Voilà, c'est autour de ce terme de préjugé racial. Et alors, ce que vous avez, vous, choisi de traduire... Que j'ai conservé comme ça, effectivement. D'abord parce que c'est aussi le terme qu'on trouve dans les livres qu'a utilisé notamment Raymond Michelet dans toute la dernière partie de l'anthologie. C'est le terme qui revient de manière régulière. Donc je pensais que c'était important de le garder tel quel. Et puis, quelque part, j'avais pas envie qu'on lise l'anthologie comme si elle venait d'être écrite, en fait. J'avais envie qu'on lise l'anthologie en entendant un vocabulaire qui appartenait à ces années-là, d'une certaine manière. C'était ça l'idée. Qui est d'ailleurs complètement adapté. Et ce terme, on le trouve dans un grand nombre des contributions, encore une fois. Alors ces contributions sont pour beaucoup des contributions d'universitaires. Alors, il y a quand même un assez grand mélange. Tous les textes vraiment historiques ou politiques ou économiques sont effectivement faits plutôt par des universitaires, puisqu'il y avait quand même des universités noires aux États-Unis, entièrement noires, pas mélangées, qui étaient quand même assez importantes.
Et puis, intercalés sont quand même des textes aussi plus biographiques, je dirais, de gens de rencontres, par le biais en partie de Crowder, et puis bien sûr par le biais de ces universitaires-là quand même, qui avaient des contacts avec des gens autres qu'universitaires, et qui ont parfois des écritures qui sont plus personnelles, qui sont moins factuelles sur la situation politique, économique, etc., mais qui racontent des tranches de vie, en fait, qui sont davantage sur les expériences, quoi, des moments de vie. Ces universitaires, je crois que c'est vous qui avez composé toutes les biographies des contributeurs à la fin, c'est ça? Non, pas toutes. Non, pas Alors, toutes. j'ai fait à peu près la moitié des biographies qui sont indiquées en fin de volume. La première moitié avait été réalisée par Sarah Frious-Salgas, qui était la curatrice de l'exposition au Quai Branly. Donc, elle avait les biographies de tous les gens connus, globalement. Et moi, j'ai fait les biographies des gens qui n'étaient pas connus. Et puis, j'ai rajouté à cette édition-là, qui ne sont pas dans le facsimilé, les biographies des photographes, parce qu'il me semblait que l'iconographie est très importante dans l'anthologie. Ce n'est pas que des textes, il y a aussi les images, et c'était important pour moi d'essayer de repérer des gens qui avaient contribué en plus qui étaient des photographes relativement connus, ou des gens qui avaient donné des œuvres, par exemple, ou qui avaient fait des dessins, etc. Je trouvais qu'il fallait dire aussi qui c'étaient ces gens-là. Donc ça, c'est ce que j'ai rajouté aussi dans les biographies, effectivement. Voilà. Alors justement, quand on lit cet ensemble de notices biographiques, mis à part les écrivains auxquels vous faisiez référence tout à l'heure, qui sont plutôt européens, ceux-là, on les connaît, et on les a, ils sont encore assez souvent publiés. On va dire que la plupart de ces contributeurs nord-américains, qui sont sociologues, historiens, nous, on ne les connaît pas. Voilà, j'ai l'impartion qu'en Europe, ils n'ont pas laissé de traces. Nous, on ne les connaît pas, mais aux États-Unis, ce sont quand même des noms qui parlent. Je pense que c'est parce qu'on est dans notre petite bulle européenne, mais quand même, les universitaires américains qui sont cités dedans sont quand même des gens qui sont reconnus aux États-Unis. On dit William Pickens, Arthur Schomburg, voilà, je me suis interdit Arthur Massey. Alors, Massey, c'est autre chose. Le révérend Massey, non, lui, il est totalement inconnu, effectivement. Lui, d'ailleurs, j'ai pas eu de légataire. Pourtant, j'ai fait le tour du pays pour essayer de le retrouver. Voilà, mais tous ces gens n'ont pas laissé de traces ici. Non, pas ici. Non, vous avez raison. Et pourtant, quand on les poètes, oui, en revanche. Les écrivains, dans les poètes, ce sont effectivement des noms qui parlent. Mais pas les autres, vous avez raison. Est-ce que ça dit quelque chose, le fait qu'on ne les ait jamais lus ici, publiés, lus, et encore moins lus? Est-ce que ça dit quelque chose de l'état en Europe, de l'intérêt que l'on peut avoir pour l'histoire des Noirs, ou est-ce que l'histoire des Noirs s'est arrêtée en Europe à celle de l'esclavage? J'ai l'impression. Elle s'est arrêtée à celle de l'esclavage et elle a sans doute repris quand même. Si, elle a repris dans les années... oui, je parle dans les années 30, voilà, 40. Non, mais tout à fait. Je pense que c'est des années sur lesquelles on ne sait pas grand-chose de l'histoire des Noirs américains, absolument. Je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas historienne, donc je ne peux pas vraiment répondre là-dessus. Alors, maintenant, j'en viens à la traduction, parce qu'on reviendra sûrement au cœur du livre tout à l'heure, et puis il y aura des questions. Mais donc, vous avez en quelque sorte fait le pari de traduire ces 900 pages, donc ça vous prend plusieurs années, mais auparavant, il faut remonter justement vers l'origine des contributeurs. Voilà, exactement. Donc, en fait, lorsqu'on est traducteur, on ne peut pas traduire sans avoir des droits de traduction. Or, il faut qu'un auteur soit mort depuis 70 ans pour qu'on puisse effectivement, pour que l'œuvre tombe dans le domaine public. Or, l'anthologie a été écrite en 1935, mais en 1934 ou un peu avant, mais les gens, ils ne sont pas morts tout de suite. Nancy Cunard, elle est morte en 1965. Donc, quand moi j'ai commencé en 2014, il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas décédés
Et donc, je me suis dit qu'il fallait que je les retrouve. Et là, j'ai fait un grand tour du monde, en fait, avec toutes sortes d'histoires rocambolesques. Mais si vous me lancez dans les histoires rocambolesques, on en a pour la nuit entière. Vous en voulez quelques-unes? Bon, alors, il y a un contributeur qui est hongrois d'origine, qui s'appelle Ladislas Szécsi, qui écrit dans l'anthologie sous son nom hongrois en 1934, donc qui s'écrit S-Z-C-E... S-C-Z, enfin je ne sais plus, I à la fin. Voilà, je perds là le fil de l'orthographe. Et je cherche et je ne trouve rien. Et puis, en fait, je sais qu'il est hongrois, qu'il est à Paris en 1934, qu'il collectionne de l'art africain et qu'il est juif. Et je me dis, il n'a pas dû rester très longtemps à Paris. Et donc, je fais un travail que j'avais fait pour d'autres auteurs déjà, c'est-à-dire que je regarde les bateaux partant vers les États-Unis. Parce qu'il faut savoir qu'entre 1933 à peu près et pratiquement 1940, on a, sur Internet, on retrouve la liste des passagers sur les bateaux. Et là, sur la liste des passagers, je trouve quelqu'un qui s'appelle Ladislas Szécsi, S-E-G-Y. Et je me dis, c'est lui. Donc, je fais des recherches sur l'arrivée à New York et effectivement, à New York, je m'aperçois qu'il y a un collectionneur d'art africain qui devient d'ailleurs galériste d'art africain sous le nom de Ladislas Szécsi. Et par des biais que je ne peux pas raconter là, j'ouvre le magazine d'art tribal qui se trouve chez moi et dans l'édition de 2007, il est indiqué que ce monsieur est décédé, mais que sa femme est toujours vivante et elle va vendre une partie de la collection. Donc je me dis, sa femme est toujours vivante, elle est à New York, sous le nom de Szécsi, il faut que je la retrouve. Donc 2014, là on est en 2014, l'article datait quand même de 2007, la dame était sans doute assez âgée, mais je me dis, il faut quand même essayer. Donc j'épluche l'annuaire de New York, et je trouve le nom de Helena Szécsi dans l'annuaire. Et je m'aperçois à ce moment-là que cette dame habite à 2 rues de ma meilleure amie new-yorkaise. Alors je lui dis, écoute, vas-y. Donc mon amie va chez cette dame et est reçue par une secrétaire qui lui dit qu'il faut prendre rendez-vous pour pouvoir parler à cette dame qui est très âgée. Donc mon amie prend rendez-vous. Le jour où elle arrive chez la dame, on la fait attendre assez longuement. Parce qu'en fait, il y a son homme de loi qui est en train de lui faire signer sa mise sous tutelle. Et l'homme de loi vient et dit, écoutez, vous allez avoir la dernière signature autorisée de Helena Szécsi. Et donc, elle m'autorise à traduire l'article écrit par son mari dans l'anthologie. Non, alors attendez, elle ne m'autorise pas à écrire l'article parce que l'article était écrit en français. Il avait été traduit par Beckett ou il était en anglais? J'ai oublié. J'en arrive à oublier maintenant. Bon, je ne sais plus. En tout cas, j'ai l'autorisation de faire ce que je veux avec l'article. Et 15 jours après, cette dame décède. Voilà. Donc ça, c'est une rencontre que j'ai eue qui était un truc de folie. Là, je fais une deuxième histoire parce que j'ai trop de plaisir à y raconter. Un Haïtien qui écrit sous le nom de Jean-Louis Barrault dans l'anthologie. Barrault, B-A-R-A-U. En fait, descendant d'une famille Barrault, B-A-2-R-E-A-U, installée à Haïti très tôt, 18e siècle peut-être, ou quelque chose comme ça. Son ancêtre, effectivement, a des esclaves et il décide de libérer tous ces esclaves. À une époque où ça ne se faisait absolument pas. Et pour marquer le fait qu'il coupe les ponts avec la France, il prend le nom de Barrault, B-A-R-A-U. Donc, ce Jean-Louis Barrault, moi, je ne sais pas grand-chose de lui à cette époque-là. Je ne trouve rien véritablement sur lui, sauf qu'il est mort dans l'incendie de l'appartement d'un ami à lui à Paris, peu après l'apparition de l'anthologie. Et puis, complètement par hasard, en faisant des recherches sur Haïti, parce que quand même je fouille les archives, je tombe sur un article dans un journal
récent, enfin ça devait être en 2015 ou quelque chose comme ça, dans lequel on parle d'un certain Jean Barrot, écrit également B-A-R-A-U, qui fait des démarches entre Haïti et les États-Unis. Il essaie en fait de récupérer de l'argent pour Haïti, etc. Et je me dis, tiens, il a quand même le même nom, on va essayer. Donc j'essaie de contacter ce monsieur, je ne trouve rien. Je tombe sur un autre article dans lequel on raconte que monsieur Jean Barrot a été accueilli à l'hôtel, je ne sais plus, l'hôtel des Princes, je crois, à Port-au-Prince ou quelque chose comme ça, accueilli par le serveur chez qui il va régulièrement. Enfin, il y a tout un article dithyrambique sur lui. Et je me dis, je vais appeler le serveur. Donc j'appelle l'hôtel. En fait, l'hôtel, il ne répond pas parce que l'hôtel, il a été détruit pendant le tremblement de terre d'Haïti, le grand tremblement de terre. Et je me dis, il faut quand même que je trouve un moyen de contacter ce monsieur. J'ai le nom du serveur parce qu'il a été cité dans l'article. Et par hasard, en fait, par Facebook, il me répond. Et il me dit, oui, je connais très bien monsieur Jean-Louis Barrot, je peux lui faire passer un message. Alors je lui dis, écoutez, donnez-lui mon numéro de téléphone. Puis des mois se passent. Et un jour, je suis en train de me promener dans le Vieux-Nice, où j'habite, et mon téléphone sonne. Puis je vois, vous savez, les numéros qu'on a en permanence, qu'on ne connaît pas, et auxquels on n'a pas envie de répondre. Et puis, en fait, comme j'avais quand même eu un contact avec la personne à Haïti et que j'avais fait des recherches, tout à coup, je me dis, mais ce numéro, le code, je le connais, c'est le code d'Haïti. Donc je réponds tout de suite. J'ai monsieur donc Jean Barrot au téléphone qui me raconte l'histoire de son oncle Jean-Louis Barrot. Donc je remonte comme ça dans l'histoire de la famille. Et il me dit, écoutez, on pourrait se rencontrer. Alors je dis, oui, Haïti, c'est un peu loin. Il me dit, non, pas du tout. J'ai une maison où je viens tous les étés à côté de Nice. Et donc voilà que je me retrouve avec la famille Barrot à Nice, en train de me raconter toute l'histoire de la famille. Voilà. Et des histoires comme ça, j'en ai plein. Oui, parce que ce livre est traversé finalement par le monde entier. Complètement. Et il traverse le monde entier. Effectivement, il y a cette première partie très, très solide en quelque sorte. Et après, ça s'éparpille un peu plus. Tout à fait. Mais ça donne un aspect beaucoup plus poétique et plus imprévisible à la lecture de pour moi, beaucoup plus amusant parce que, en fait, la première partie qui est avec des gens entre guillemets connus, même si nous on ne les connaît pas. Du coup, c'était des légataires qui étaient connus. Il y a une bibliothèque Schomburg aux États-Unis très importante. Il y a un fonds Schomburg justement sur l'histoire des États-Unis. Donc, il suffisait en fait que je contacte les gens de cette fondation et j'avais les droits. Donc, pour tous les gens connus, quelque part, c'était facile. Bon, après, il restait à traduire les textes, mais j'avais pas cette envie de quelque chose de personnel. Alors qu'après, avec les autres, tout à coup, j'étais en train de raconter une histoire qui me parlait complètement, quoi. Voilà, c'était autre chose. En plus, ils ne connaissaient pas ces textes-là, les légataires en général. Ils n'avaient aucune idée que ça existait. Donc, je leur faisais découvrir un monde. Donc, peut-être ce qui vient relier un peu les éléments de cette chaîne, c'est la musique. Il me semble que c'est à peu près ce qu'on retrouve dans toutes les contrées traversées par l'anthologie noire, que ce soit l'Amérique du Nord, les Antilles, les Caraïbes, le Brésil, l'Afrique noire, c'est la musique. Et il y a toute cette partie sur la musique, effectivement, et avec des articles donc sur différents pays, en effet, sur des instruments de musique dans différents pays, sur de la musique elle-même. Il y a des partitions. Il a fallu que j'ai l'autorisation pour les partitions parce que je voulais publier les partitions avec autorisation alors que je n'avais pas à traduire à proprement parler. Mais donc j'ai eu comme ça au téléphone le W.C. Handy numéro 3. Ces partitions étaient dans l'édition d'origine, je suppose. C'était dans l'édition d'origine, c'était le W.C. Handy numéro 1. Donc j'ai eu le W.C. Handy numéro 3 au téléphone effectivement pour avoir les droits et qui... Alors le W.C. Handy, que moi je ne connaissais pas du tout, mais je ne suis pas assez calée en jazz pour le connaître vraiment, mais c'est apparemment une sommité du jazz américain. Voilà. Alors oui, je suis désolée, moi je reviens vers votre métier, vers votre fonction de traductrice. Ouais. Est-ce qu'il y a des... on voit bien, d'abord il y a eu tout ce travail préparatoire avant finalement de convertir la langue anglaise en langue française, et dans ce mode qui nous permet aujourd'hui de lire en langue française cet ensemble. Est-ce qu'il y a des
Est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières? Alors, il y a des choses que vous avez abandonnées parce que ça retraduisait, donc vous avez préféré donner des synthèses, par exemple Alors, ça c'est particulier. Les synthèses, c'est un peu particulier. La première chose, la traduction facile, c'est la traduction des textes universitaires, qu'ils soient noirs, américains ou autres. C'est du standard de traduction. Ce qui était plus compliqué, c'était les textes dans lesquels venait de l'argot ou venait un parler dont je ne savais pas exactement comment le gérer. Je ne pouvais pas... je ne pouvais pas mettre du petit nègre, entre guillemets, sur des paroles. En même temps, il fallait quand même aussi qu'on retrouve le fait que, oui, c'était quand même comme ça que même un anglophone allait le lire avec une langue un peu particulière. Après, il y avait du parler, par exemple, de la Jamaïque. Je ne pouvais pas mettre du parler haïtien à la place du parler de la Jamaïque parce que c'était un décalage qui ne fonctionnait pas non plus. Donc ça a été assez compliqué et je ne sais pas trop ce que j'ai fait en fait. J'ai fait des mélanges. Parfois, je suis restée sur du standard français quand il me semblait que ce n'était pas approprié d'inventer une langue. Après, il y a un texte, par exemple, d'un jeune Américain qui écrit avec beaucoup de fautes d'orthographe. Là, clairement, il fallait que je le réécrive avec des fautes d'orthographe. Alors, je me suis payé le luxe de mettre des fautes d'orthographe comme je l'ai pensé moi, pour que ça ressemble à quelque chose. C'est un peu osé, en fait, parce que c'est toujours délicat, en fait, de reproduire quoi, au juste, parce qu'on reproduit des fautes, mais qu'on réinvente un peu autrement. Et après, ce à quoi vous faisiez allusion, pour les parties où, en fait, j'ai fait une retranscription des textes, c'est que donc il y avait 12 textes qui avaient été traduits par Samuel Beckett. J'ai donc contacté le neveu de Samuel Beckett, Edward Beckett, qui, comme chacun sait, est assez rigide et que je connais relativement bien, mais qui est assez rigide sur tout ce qui touche à l'œuvre de son oncle, en particulier s'il y a des traductions. Il refuse qu'il y ait des traductions. En fait, même pour les publications, il demande toujours de l'argent. Et donc, quand je lui ai dit qu'il y avait des textes qui étaient traduits par Samuel Beckett, il m'a dit si c'est traduit par Samuel Beckett, c'est lui l'auteur, ce qui est vrai. Un traducteur est un auteur. Donc, vous n'y touchez pas. Et moi, je me suis dit c'est pas juste. Parce que les gens qui avaient écrit avant, ils avaient écrit un texte en français et ils voulaient être entendus avec leur voix à eux. Donc, même, j'ai pas envie qu'on entende la voix de Samuel Beckett. Autant j'aime bien Samuel Beckett, autant là, non. Surtout que franchement, en 1934, il avait publié un texte qui était Horoscope, qui avait été publié d'ailleurs par Nancy Cunard. Et en gros, elle lui faisait ça parce que lui, en l'occurrence, elle l'a un petit peu payé pour faire la traduction. Il l'a fait pour gagner un peu d'argent. Et je trouvais que, oui, maintenant c'est Beckett, effectivement, mais à cette époque-là, c'était pas lui. Enfin, c'était pas le Beckett qu'on connaît. Et les gens qui avaient écrit en français, ils avaient eu une voix vraiment importante. Jean Barrault, par exemple, il avait écrit en français quelque chose et je voulais qu'on l'entende. Il se trouve que sur les 12 textes traduits par Beckett, il y en a 8 dont on a retrouvé le texte original. Et donc, il ne restait pas grand-chose. Il restait 4 textes, effectivement, sur lesquels on n'avait pas l'original. Sur les 4 textes dont on n'avait pas l'original, j'ai pu tricher parce qu'il y en avait 2 qui, en réalité, étaient une traduction à partir d'un plus ou moins une réécriture d'un livre de Robert Goffin, qui est un musicien et historien de la musique belge. Donc en fait, plutôt que de proposer le texte de Beckett plus ou moins retraduit, que je ne pouvais pas vraiment faire, ou le texte de Beckett en anglais, qui ne me convenait pas du tout dans l'anthologie, j'ai décidé de reprendre dans le livre aux frontières du jazz, écrit par Robert Goffin, de prendre les paragraphes qui correspondaient le mieux à ce qui avait été traduit par Beckett. Donc en fait, ce qui est dans l'anthologie là n'est pas ce qui est dans Negro, dans l'original, mais quelque part, c'est la voix de Goffin. Donc pour lui, ça a été comme ça que ça s'est passé. Pour un autre dont j'oublie là le nom tout à coup, je suis allée aux archives à Aix-en-Provence, et en fait des archives de tous des écrits coloniaux, sur lesquels j'ai retrouvé aussi un texte de celui dont j'oublie le nom, qui avait écrit dans un journal à propos de la situation en Afrique.
Et donc j'ai pris des morceaux en fait de ce journal pour connaître sa voix également. Et puis après, il y en a 2 sur lesquels je n'avais, peut-être plus que 2 en fait, je me trompe peut-être. Et ceux sur lesquels je n'avais rien, dont un dont je ne vous parlerai pas parce que ça va être trop long. Edward Steers, qui est un Belge, un communiste belge, mort en déportation en 1942. J'avais aucun texte de lui sur le Congo belge, parce que c'est un article porté sur le Congo belge. Je n'avais aucun texte en français. On n'a rien retrouvé absolument de cette personne-là dans les archives, y compris dans les archives du Métron avec lesquelles j'avais travaillé. Et du coup, j'ai décidé de raconter ce que disait Beckett. C'est-à-dire que j'ai tout mis en italique pour qu'on voit que ce n'était pas la traduction du texte de Beckett. Mais en gros, j'ai dit, Steers raconte que, Steers évoque telle ou telle chose, etc. Donc, je cite plus Beckett. Ce n'est pas une traduction, mais au moins, je dis ce qu'il y avait à l'intérieur de l'article. Voilà. Steers, c'est une autre histoire. Je vous raconterai, quand on aura beaucoup de temps, comment je cherche maintenant quelqu'un qui traduit du russe vers le français. Parce que tout ce que j'ai, c'est un texte en roumain vers le français de la part du petit-fils de Steers. Mais on verra de ça plus tard. Cunard m'a emmené vers des lieux particulièrement étranges. Alors là, j'ouvrais le livre parce que je voulais que vous oui, disiez quelques mots du chapitre, du long chapitre consacré à l'Afrique. Enfin, pas si long finalement, peut-être même beaucoup trop court, mais tout de même, d'abord, c'est un chapitre qui est consacré à l'histoire de l'Afrique, cette histoire qui finalement, en quelque sorte, ne reprend que depuis quelques toutes petites dizaines d'années en Europe. Là, donc il y a quand même déjà un premier, il y a la tentative de quelque chose. Et puis ce chapitre sur l'Afrique est précédé d'un chapitre sur l'Europe beaucoup plus court, lequel commence par une contribution qui s'appelle « Écrits sur l'esclavage », annoté par Hedgel Rickford. Alors, ces écrits sur l'esclavage, c'est assez passionnant, mais je n'ai pas très bien compris qui était le vrai, parce que c'est annoté, mais qui est le contributeur principal? Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Parce que ça a l'air de remonter au début du 19e, c'est ça? Je pense qu'il a fait la même chose que Michelet. Par rapport dans les textes de la fin de l'anthologie. Et je pense qu'il est remonté comme ça sur des écrits. Et donc on ne sait pas? Non, je ne sais pas exactement. Bon. Alors, voilà, on ne sait pas en tout cas. Non. En tout cas, non, mais je vous ai dit, je ne suis pas historienne. En tout cas, c'est un chapitre passionnant qui mériterait effectivement, et qui se termine d'ailleurs, c'est très curieux, par Pouchkine et le nègre de Pierre le Grand. Voilà, donc on voit bien, comme vous le disiez, que ça, le nègre que ça va un peu dans tous les sens. Complètement. Voilà, puis le préjugé de race en Angleterre. Oui. Donc voilà, on arrive à l'Afrique, et là donc on a Raymond Michelet. Voilà, tout à fait. Alors qui est ce Raymond Michelet? Raymond Michelet, 19 ans, en fait protégé par Georges Sadoul, parce qu'il est en rupture de ban avec sa famille. Et Georges Sadoul décide qu'il faut le mettre à l'abri de sa famille, et donc il l'héberge chez Nancy Cunard à Renville. Sadoul qui est lui aussi au Parti communiste français. Oui, tout à fait, absolument. Historien du cinéma. Voilà, absolument. Donc Georges Sadoul héberge Raymond Michelet dans la maison de Nancy Cunard, et du coup, en gros, pour la remercier, il décide de l'aider. Il devient accessoirement aussi son... Je peux raconter une petite anecdote sur Raymond Michelet. Alors, figurez-vous qu'à l'issue de l'exposition en 2014 au Quai Branly, il y avait un livre d'or. Et dans le livre d'or, quelqu'un a écrit je suis très touchée de voir enfin cette anthologie dont mon grand-père contributeur m'a tant parlé. Et c'était signé par une ode sonnée. Et donc la curatrice de l'exposition me dit vous avez vu, il y a quelqu'un qui apparemment elle parle de son grand-père. Alors
qui c'est le grand-père. C'est peut-être, est-ce que c'est Raymond Michelet, est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Mais elle ne savait pas du tout qui était la fameuse Aude Sonnet. Donc je fouille sur Facebook, sur lequel il a fallu que je m'inscrive, parce que ce n'était pas mon truc, mais voilà, je suis dessus pour essayer d'avoir des contacts. Et j'arrive pas à la contacter, elle, mais je vois qu'elle est amie avec quelqu'un d'autre que j'arrive à contacter, parce que je la retrouve dans l'annuaire, à qui je téléphone, comme ça, out of the blue, comme on dit, et à qui je dis, écoutez, je vois que vous êtes amie avec Aude Sonnet, elle ne me connaît pas du tout, mais j'aimerais beaucoup entrer en contact avec elle, parce qu'elle parle de son grand-père, et j'aimerais savoir de quel grand-père elle parle, qui aurait été un contributeur dans l'anthologie Negro. Quelque temps après, donc, et je laisse mon numéro de téléphone, et quelque temps après, je reçois un coup de téléphone de cette dame, Aude Sonnet, qui me dit, mais je suis en fait la petite fille par adoption de Raymond Michelet, parce qu'en fait, Raymond Michelet a vécu avec la mère de mon père et a adopté mon père. Voilà. Et j'ai dit, mais est-ce que je peux en savoir plus? Est-ce que vous pouvez me donner l'autorisation pour la traduction des textes? Et elle me dit, mais je suis complètement fâchée avec mon père, je n'ai plus de lien avec lui. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il habite dans le sud de la France. Et j'ai dit, bon, bah, ok, je suis dans le sud de la France. Et là, elle m'explique que son père, à qui moi je téléphone, habite à Tourtour, qui est à l'endroit où ma belle-mère a une maison. Donc je me retrouve encore dans ce truc improbable. Et donc je vais chez Raymond chez le donc, fils de Raymond Michelet. Je vais chez lui. Et je lui dis, bah, je voudrais traduire l'anthologie. Est-ce que vous m'autorisez à traduire les passages écrits par votre père? Et il me répond, mais je ne comprends pas pourquoi vous voulez le traduire. Et je dis, bah, parce que l'anthologie est en anglais, que j'aimerais qu'elle soit connue en France. Et il me dit, mais mon père était français. Et je dis, oui, mais dans l'anthologie, les textes sont en anglais. Il me dit, ah bon? Et alors là, il me sort l'anthologie avec la dédicace de Nancy Cunard à Raymond Michelet. Donc il a un truc qui coûte une fortune dans les mains quand même. Hein. Et il me dit, il sort d'un placard là comme ça. Il me dit, ah bon? Et il l'ouvre. Il me dit, ah ben oui, vous avez raison, c'est écrit en français, en anglais. Et je dis, ben oui, toute l'anthologie en anglais. Il m'a dit, ah ben, je ne m'en étais pas rendu compte. Il n'avait jamais ouverte. Voilà. Et là, il me sort plein de courriers de Raymond Michelet, de Georges Sadoul, de Raoul Lubac, de René Crevel, avec qui Raymond Michelet avait échangé. Et il a tout ça, il a toute une pile de documents, et il ne sait pas ce qu'il a dans les mains, quoi. Et il vient de vendre sa maison. J'ai appris qu'il avait vendu sa maison. Il va déposer tout ça, peut-être. Et je ne sais pas ce qu'il a fait. Apparemment, il est parti sur un bateau, et sa fille n'en sait pas plus. Donc lui, je n'arrive plus à le contacter. La maison a été vendue, je ne sais pas s'il a vendu avec ce qu'il y avait à l'intérieur. Et à l'intérieur, je pense qu'il ne savait pas ce qu'il avait. Vraiment. C'est... voilà. Alors allez, on revient. Vous parliez de Nancy Cunard. Elle est une des contributrices régulières de sa propre anthologie. Absolument. Avec des textes quand même, on va dire, souvent très charpentés, oui. Dont celui, et ce sera peut-être ma dernière question avant de vous laisser interroger par le public, mais cette adresse à Dubois, très énergique, quand même, enfin plus qu'énergique, c'est une mise en accusation. Alors il y a des contributions plus, on va dire, moins orientées, mais alors celle-là est particulièrement orientée. Et deux fois, parce qu'une première, elle fait effectivement cet article vraiment contre lui, et dans l'article que lui a écrit, puisqu'il a quand même contribué à l'anthologie, ce qui est quand même incroyable, parce qu'il aurait pu dire... oui, puisque c'est ça... voilà, peut-être qu'il n'a pas su d'ailleurs que c'était dedans, c'est possible, mais en fait, elle met une note en bas de son article à lui pour dire qu'elle n'est pas toujours d'accord avec ce que les gens racontent dans l'anthologie. Alors même quand même que Dubois est... peut-être le personnage le plus important. Oui, mais pour elle, il fait le jeu en fait de la classe dominante. Donc, il ne défend pas les pauvres noirs. En gros, c'est ça. Oui, parce que il est vrai que quand même la question des inégalités est très, très importante dans la partie américaine. Hein. Tout à fait. La partie américaine est très sous-tendue par cette question des inégalités, y compris d'ailleurs avec une contribution, celle sur l'éducation, est assez étonnante, parce qu'elle est pleine de tableaux, et on dirait presque... mais on dit...
ces tableaux qui sont des tableaux des années, du début des années 30, on pourrait les avoir aujourd'hui dans le journal Le Monde que je vois circuler. et finalement, ils sont tout aussi évocateurs. Tout à fait. Alors qu'évidemment, ils sont en centaines de milliers de dollars des années. Exactement, exactement. Oui, ça n'a rien à voir. Voyons, est-ce qu'il y a des réactions? Oui. Alors, déjà, le nom de Cunard, ça dit peut-être à quelques-uns si vous faites des croisières, mais la Cunard Line, c'est un croisiériste maintenant qui continue d'ailleurs. Mais en fait, c'est très vieux, ça remonte à son arrière-grand-père. Donc son arrière-grand-père en 1700, je ne sais plus combien, avait fondé la Cunard Line, qui est passée de génération en génération, donc jusqu'à son père. Mais le père de Nancy Cunard s'est complètement désintéressé en fait de la ligne de transatlantique. Lui, c'était un propriétaire terrien dans la région de Leicester en Angleterre. Et la seule chose qui l'intéressait, c'était la chasse, son château et se balader sur ses terres. Donc il avait quand même cette fortune derrière lui et devant lui un peu aussi, mais que lui n'a pas vraiment fait prospérer plus que ça. Mais il a épousé une richissime américaine, Maud Burke, donc la mère de Nancy Cunard, très extravagante, très riche aussi, effectivement, qui est venue vivre en Angleterre avec lui, donc dans son château perdu dans la campagne du Leicestershire, dans lequel elle s'est ennuyée à mourir. Et donc, elle a commencé à avoir beaucoup d'aventures. Peut-être que c'est d'elle que sa fille tenait, mais voilà. Très mondaine, très aristocrate, très mondaine, elle, pas du tout sur le versant pauvre noir, etc. Mais l'avantage qu'elle a eu sans doute pour sa fille, c'est qu'elle l'a fait énormément voyager. Donc non seulement elle lui a fait rencontrer beaucoup de gens, mais parce qu'elle organisait de grandes soirées chez elle, mais elle a beaucoup voyagé en Suisse, en Italie, en Allemagne, en France également. Donc elle a quand même ouvert l'esprit à sa fille assez rapidement. Et quand Nancy a eu 18 ans, elle a décidé que sa mère aristocrate, c'était pas rigolo et qu'elle allait vivre sa vie ailleurs. Donc elle est allée à Paris, elle est partie à Paris et là elle a rencontré tous les surréalistes en fait. Donc elle était amie de Tzara, de Crevel, de Sadoul aussi, de toute la bande là. Elle a rencontré Raoul Ubach à ce moment-là aussi. Dans l'anthologie d'ailleurs, il est sous le nom de Rolf Hubbard, c'est-à-dire sous son nom belge au départ. Petite histoire, au passage, une petite histoire. Ça n'a rien à voir avec directement Nancy Cunard, mais il y a des photos de masques africains qui viennent du musée de Tervuren en Belgique. Et les photos ont été prises par Raoul Ubach, que nous on connaît en France quand même sous le nom de Raoul Ubach comme peintre et sculpteur. Voilà. Et donc j'ai téléphoné au musée de Tervuren en leur disant que j'allais reproduire. Je voulais quand même leur dire que j'allais reproduire, que les photos allaient être reproduites dans l'anthologie. Et là, ils m'ont répondu que je ne pouvais pas utiliser les photos qui étaient dans l'anthologie, mais parce que c'était des objets qui appartenaient au musée de Tervuren. Et que puisque c'était des objets qui appartenaient au musée de Tervuren, il fallait que j'utilise des photos du musée de Tervuren. Donc ils voulaient m'envoyer des photos qu'ils auraient pris des objets qui étaient dans leur musée. Et ils ne comprenaient pas que moi, ce qui m'intéressait, c'était que c'était Raoul Ubach qui avait pris la photo, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'est des histoires secondaires. Non, j'ai pas. Finalement... alors, je les ai laissés tomber. J'ai mis les photos de Raoul Ubach et j'ai contacté la fille de Raoul Ubach, tout simplement. Et elle m'a donné l'autorisation. Et puis l'objet, il est là. Alors évidemment, donc il y a des objets pour lesquels j'ai eu des autorisations. Ces objets-là, j'ai pas eu l'autorisation. Quand j'ai vu des photos dans cette partie assez, finalement, moi je croyais qu'elle allait être beaucoup plus importante en texte. La partie sur l'art africain, elle est très modeste. Enfin, il y a beaucoup de photos. Et quand j'ai vu Tervuren, je me suis dit, mais c'est quand même, parce que Tervuren, c'est le musée du roi Léopold, c'est le musée absolument du plus grand. Du plus grand tortionnaire de l'Afrique noire. Oui, mais d'où l'article alors, d'ailleurs. Mais elle y allait pour voir les objets.
Oui, mais En revanche, elle savait ou oui, bien sûr, puisque les textes, que ce soit il y a un poème de Ernst Moorman, par exemple, qui est un poète belge. Le texte de Edward Steers, c'est également contre le roi et contre tout ce qui se passe au niveau du Congo, etc. Il y a des textes aussi d'Henri Lavacherie, qui est également un Belge, et qui bien sûr, oui, elle était tout à fait consciente, mais elle voulait avoir des photos d'objets, tout simplement. Mais elle n'allait pas en Belgique pour défendre la position belge là-dessus. Et donc, pour continuer sur Nancy Cunard, elle se retrouve à Paris dans ce milieu-là, et c'est comme ça qu'elle rencontre, entre autres, Aragon, justement. Donc, toutes les années, et Beckett. C'est vraiment cette période-là. Et elle est à Paris comme Peggy Guggenheim, comme Gertrude Stein, comme Ida Rubinstein, comme Iris Tree, enfin c'est toutes ces femmes très excentriques en fait, très libérées, ayant des amants et des amantes, et vivant, en fait, qui ont de l'argent en réalité de famille, hein, donc qui leur donne quand même une grande liberté en effet, mais qui du coup s'autorisent tout. Elle a quand même eu son portrait par... il y a une sculpture d'elle par Brancusi. Il y a une photo par Man Ray. Il y a une photo par Man Ray. Il y a un portrait par Kokoschka. Donc c'est quand même... voilà. Oui, il y a plusieurs photos même par Man Ray, effectivement. Donc il y a un autre portrait par John Banting, qui est aussi poète anglais. Mais... donc oui, elle est habillée par Coco Chanel. Elle porte aussi des étoiles peintes par Sonia Delaunay. Enfin, voilà quoi. C'est tout ce milieu. C'est le beau Paris des années 30 qu'on aurait voulu vivre. Avec une fin de, jusqu'à un certain point. Une fin de vie pas. Avec une fin de vie catastrophique. Tout à fait. Donc, en fait, elle a mis beaucoup d'argent dans l'anthologie déjà. Mais une fois l'anthologie terminée, elle part en Espagne, parce que 1936, c'est le moment où effectivement il se passe des choses en Espagne. Elle rencontre Hemingway à ce moment-là, et elle fait des publications pour défendre en fait les républicains espagnols. Donc régulièrement, elle fait des publications très engagées pour... pendant la guerre, ensuite, elle s'engage encore effectivement contre le nazisme, etc. Donc, elle fait encore des publications pour défendre une poésie libre. Donc voilà, elle est poète, elle aussi, d'ailleurs, à l'occasion. C'est pas forcément de la très bonne poésie, mais d'ailleurs, il y a un recueil de ses poèmes qui a été traduit et qui est paru aux éditions Place. Les nouvelles éditions Place, qui s'appellent Parallax. Voilà. Et on a oublié de dire que l'anthologie dans sa version originale a été republiée en facsimilé par Jean-Michel Place. Les nouvelles éditions Place en 1976, tout à fait. Voilà. Vous avez l'impression d'avoir recomposé un portrait de famille, c'est un peu ça? Oui, un peu, oui, un peu. Et beaucoup de légataires qui n'avaient aucune idée de ce qu'était l'anthologie et qui l'ont découvert et qui étaient fascinés, qui après me disaient mais envoyez-nous l'article, on ne le connaît pas, on ne l'a jamais lu, donc je l'ai envoyé en anglais, parce que la plupart c'était sur des anglais. Voilà, la petite fille de George Padmore, qui en l'occurrence a abandonné sa femme en plus aux États-Unis et est parti vivre en Angleterre, où il a vécu pratiquement toute sa vie. Il a même un institut en Angleterre sur lequel il a reconstruit une famille, mais il avait eu une fille aux États-Unis, donc qui a eu elle-même des enfants. Et un jour, je téléphone à Las Vegas à une dame en lui disant « Je me demande si vous ne seriez pas la descendante de George Padmore ». Et elle hurle de rire au téléphone en me disant « Mais comment vous m'avez retrouvée ?» Donc voilà quoi. Donc rien que pour ça, rien que pour son rire dans les oreilles, je recommencerai bien. Ouais. Voilà, le rire dans les oreilles, déjà, Nancy Cunard, elle l'écrit dans ce très bel article sur Harlem. Oui. Très beau papier sur Harlem. Ça s'est très mal passé, son temps à Harlem. Parce que donc, elle est partie avec Henry Crowder à New York. Et en fait, elle a été très mal perçue parce qu'en 1932, en fait, au moment où elle y allait, mais elle se retrouvait avec... En plus,
physiquement, il faut voir, hein, c'est une grande femme blanche qui a fini anorexique d'ailleurs, avec des cheveux coupés à la garçonne, des bracelets d'ivoire jusqu'en haut des bras, des bracelets en or de l'autre côté, enfin très extravagante dans sa façon d'être, et qui se retrouve avec ce musicien noir au milieu de Harlem, le Harlem de 1900, des années 30. Elle s'est fait regarder vraiment de travers, quoi. Donc ça a été très compliqué. Les hôtels refusaient d'avoir un noir et une blanche dans le même endroit aussi. Donc ils se sont fait jeter de plusieurs hôtels, etc. Donc ça a été difficile. Mais l'article est très bien. Voilà, l'article qui se termine par vive un Harlem entièrement communiste dans des États-Unis entièrement communistes. Ben oui. On peut toujours C'est rêver. quand même incroyable. On peut toujours rêver. Bon, voilà, on peut toujours rêver. S'il n'y a pas d'autres questions, je crois que nous allons nous séparer. Et Désolée pour mes zigzags. Je sais que vous avez fait tout ce que vous pouviez pour rester sur une droite ligne. Mais je vous avais prévenu, je ne suis vraiment pas historienne. Il faut ramener à la montagne à explorer. Voilà, elle est là. Maintenant, elle est nulle, pour le moment, elle n'est nulle part ailleurs qu'à Ombre Blanche. Exactement. Profitez-en. C'est un monument. Merci de nous l'avoir donné à lire, parce que voilà, je pense. Alors il ne faut pas essayer de lire de la première à la dernière page, mais il faut juste l'ouvrir en fait au hasard des textes. Et il y a plein de textes qui, il y a des textes très drôles sur un boxeur par exemple. C'est rigolo, l'expérience d'un boxeur. Il y a un texte un texte écrit en fait, c'est une compilation de ce qui a été écrit à propos de Josephine Baker par son mari. Donc, il avait compilé comme ça tout ce que les gens avaient été capables d'écrire sur elle au début. Donc, voilà, la négresse aux bananes, avec tout le discours, avec quand même des choses qu'on ne dirait pas maintenant sur une danseuse. Voilà. Après, peut-être qu'on converse aussi parfois dans du politiquement correct qui n'est pas forcément... alors, je ne parle pas de la négresse aux bananes, mais on a parfois un discours... très lissé, qui n'est pas forcément indispensable. Je crois qu'elle dans l'anthologie, il s'autorise parfois des formules qui finalement parlaient. Donc, pourquoi pas. Voilà. Merci à vous. L'ouvrage collectif Anthologie Noire Nassi Kennard est paru aux éditions du Cendre en 2022. Vous venez d'écouter une conférence-rencontre enregistrée le 7 octobre 2022 à la librairie Ombre Blanche et mise en onde et produite par Radio Radio.